Alors, sans plus d'attente, on est très excité de souhaiter le bienvenue à Alex Cadel comme notre intervenant aujourd'hui. Alex travaille pour la province de Nouvelle-Écosse, supportant la prestation des services climatiques en Nouvelle-Écosse en partenariat avec Climat-Atlantique. Son travail aide les gens à accéder, comprendre et utiliser les informations de changement climatique pour que les gouvernements, les organisations et les individus peuvent prendre des décisions éclairées face à comment répondre et adapter. Il détient une maîtrise en changement climatique de l'Université de Waterloo et un baccalauréat en sciences environnementales de l'Université Guelph. Et on lui passe la parole. Merci d'être ici, Alex. Enfin, merci, Anna. Très excité de sauter directement dans ce sujet dans plus de détails. Et merci à vous tous d'avoir pris du temps de votre journée pour faire partie de la discussion. Suzanne m'a déjà introduit. On va parler un peu plus à propos du changement climatique et les aléas côtières, comme ça serait lié à l'industrie de la construction en Nouvelle-Écosse. Et particulièrement, j'ai pensé vous offrir quelques sujets qui valaient la peine de plonger plus profondément. Premièrement, on va discuter de pourquoi se préoccuper des changements climatiques. De là, nous allons fournir un aperçu des aléas climatiques qui sont pertinents à l'industrie de construction ici en Nouvelle-Écosse. Et finalement, on va discuter un peu des ressources pour l'adaptation qui pourraient peut-être soutenir l'adaptation. Alors, les types d'informations, les outils, l'information, les ressources, des choses du genre qui pourraient supporter la mise en œuvre de cette information à être plus préparé, plus résilient au type d'impact que nous allons discuter aujourd'hui. Maintenant, lorsque je dis l'industrie de la construction, je pense que c'est utile de donner c'est quoi, veut-on dire, par cette terminologie, pour raison de la présentation. Alors, cette image me sert bien en venant du Nova Scotia Construction Sector Council. Ça nous démontre les trois zones majeures d'activité de construction ici. Ça inclut le ici, industriel, les usines, les entrepôts, les choses industrielles en général, ces types d'activités. Il y a aussi commercial, les magasins de détail, les restaurants, les hôtels, le tout. Ensuite, institutionnel, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les installations à grande échelle. C'est un aspect de la construction. Il y a l'autre qui se concentre sur la résidentielle, la construction de maisons, des maisons simples familles, duplex pour l'utilisation résidentielle. Et l'autre majeur, c'est les infrastructures publiques telles que les tunnels, les égouts, les routes. Les constructions de ponts, le pipeline, les égouts, etc. Tous ces autres aspects de l'infrastructure qui vraiment soutiennent la vie de nos communautés, de nos collectivités. À l'addition de ces trois, il y a aussi, c'est utile de reconnaître que l'industrie peut aussi inclure toute portion de cycle de vie. Alors, si on parle de la conception, la construction en soi-même, ainsi que l'entretien, et aussi reconnaître qu'au-delà de ces trois sphères directes, il y a aussi des influences directes et indirectes avec le gouvernement, les associations d'industrie, les fournisseurs, les clients, et ainsi de suite. Et donc, reconnaître le fait que les interactions avec ce sujet peuvent aller au-delà de ces exemples, mais c'est ça dont je pense quand je discute de l'industrie de construction pour notre webinaire d'aujourd'hui. Et un autre contexte qui serait important de partager dès le début ici, c'est ce qu'on se concentre dessus. On pense aux impacts du changement climatique, les aléas climatiques et adresser ces derniers. Parce que je suis certain que plusieurs d'entre vous dans l'industrie sont familiers avec différentes avenues ici pour l'action et généralement, au sein du travail de l'action climatique, on subdivise ça en adaptation et mitigation. La mitigation, c'est toutes les actions qui visent à réduire les émissions responsables des changements climatiques. Alors, un transport durable, l'énergie verte, l'énergie efficace et ce type de travail de rétroaction, tout ça se trouve sous la sphère de mitigation. C'est tout incroyablement important, mais c'est pas sur ça qu'on se concentre. Nous, on se concentre sur l'impact sur le secteur au lieu que vice-versa. Et donc, vraiment, ça concentrer un peu plus sur le côté adaptif. Comment peut-on gérer les risques du changement climatique et ses impacts, alors que ce soit pensé aux préparations à l'urgence ou la succession d'entreprises, l'infrastructure, des mises à jour qui seraient peut-être requises et la planification qui va derrière tout ça. C'est là où on se concentre nos discussions d'aujourd'hui. Et certainement reconnaître que ces deux domaines se chevauchent dans plusieurs manières. Certainement pas pour ignorer ça, mais se concentrer plus sur l'aspect adaptif du spectrum de changement climatique.
Alors, avec ce contexte, abordons les choses. Et la première section, pourquoi se préoccuper des changements climatiques dans le secteur de construction? Il y a plusieurs aspects de ceci et je vais en toucher à. Euh, Au moins brièvement, on va parler de la réglementation, les codes, les standards et comment les attentes de considérer le changement climatique devient de plus en plus une attente. Et de ce perspective, on va parler un peu plus de perception provenant du secteur, un sondage des professionnels, ainsi que les implications à l'affaire à l'entreprise pour rétablir la scène ici. Et le premier ici, c'est les codes et les normes. Utilisant un exemple ici du Code national de construction pour 2025, je sais que c'est pas adopté de façon provinciale, mais espérons, comme on avance, les gens auraient peut-être vu déjà un peu de ceci. Il y a des travaux qui ont été effectués pour faire une mise à jour du code de construction, des codes et normes pour utiliser des données climatiques pour la construction pour la première fois. C'est excitant. Nous sommes parmi les premiers pays autour du monde qui ont fait cette étape. Et vraiment, ce que ça paraît en pratique, c'est des valeurs mises à jour pour considérer comment la conception est impactée par des choses telles que le changement de chaleur, froid, neige, vent et précipitations générales. Et vraiment, comme j'ai mentionné, c'est une étape importante envers assurer que toute nouvelle installation et les modifications demeurent sécures, fonctionnelles et résilientes tout au cours de leur vie de service et reconnaître que c'est les conditions sous lesquelles les édifices ont été conçus sont plus historiques, mais comme on commence à comprendre les aléas climatiques et le changement continu, utiliser ces types d'informations peut vraiment informer l'allure de ces derniers dans l'avenir. Et au-delà du Code national, on peut aussi mentionner qu'il y a du travail en cours qui pourrait incorporer euh, des valeurs informées par le climat dans le code de conception pour les ponts et les autoroutes, ainsi que le code électrique. Alors vraiment, au niveau national, essayer de créer une base consistante pour prendre des décisions face aux infrastructures. Et je vais laisser ça à ça pour les raisons d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à plonger plus profondément dans ce sujet, c'est une des concentrations du webinaire de la semaine prochaine. Alors, on vous encourage d'en entendre parler directement des gens qui sont impliqués à développer ces codes au Conseil de recherche nationale et l'Association des standards canadiens face à l'allure de ce processus et qu'est-ce qui reste à venir. Mais pour aujourd'hui, une raison de considérer le changement climatique dans l'industrie, c'est que ça devient une attente différente. Une autre raison de considérer le changement climatique, c'est que plusieurs de vos collègues dans l'industrie de plus en plus reconnaissent que c'est important de faire ça. Il y a eu des sondages qui ont été effectués au niveau national sur les dernières années et on a sorti les résultats d'un de ces sondages menés par l'Institut pour la réduction des pertes sinistres quelques années passées. Et de ce travail, eux, on identifié qu'à peu près 80 des gens qui travaillent dans le secteur de la construction croient que le changement climatique devrait être utilisé pour informer leur travail. Alors, la majorité pense que c'est un travail important et c'est quelque chose qu'ils devraient faire. La majorité de ces gens croient aussi qu'ils ne devraient pas attendre au point que le changement climatique est incorporé de façon officielle dans les codes et les standards pour commencer ce travail. Alors oui, le Code national de construction a été mis à jour et on espère que ça va être adopté au niveau du province à un point ou à un autre. Il y a d'autres aspects qui arrivent, mais il y en a beaucoup de gens qui se sentent qu'on n'a pas besoin que ce soit légal pour la mise en œuvre de ces pratiques. Et au-delà du sondage, j'ai cru que ça aurait été utile de partager une histoire aussi. Et je pensais pas que c'était approprié pour capter sur les diapos, mais comme j'y pense, quand j'étais à un atelier avec une communauté quelques années passées, il y avait plusieurs membres de communauté qui parlaient du changement climatique dans leur communauté, ce qui leur concernait et quels changements ils aimeraient voir. Un des hommes-là m'a pris, il m'a mentionné que lui, il travaille dans le secteur de construction et avait récemment fait du travail sur des terrains côtiers. Et il discutait de ce processus avec moi. Il arrivait sur le site de travail et c'était selon la côte. Alors, il y avait des journées où l'océan était très actif et même il y avait des choses, des dégâts partout sur la fondation et ils ont dû commencer leur journée en nettoyant le sein de construction, le site de construction. Et la famille qui se présentait là parfois, les enfants couraient partout, jouaient, c'était très excité par rapport à cette maison et comment beau le terrain était. Mais il m'a dit quelque chose qui a vraiment resté avec moi et c'était très sérieux. Comme il pensait à ça, il partageait ses pensées et il dit, j'espère que je construis une maison et pas une tombe. Et c'était vraiment une manière profonde de référer à ça parce que on a pu voir la résonance émotionnelle que lui, il expériençait comme individu, reconnaître que à ce niveau de base, ce qu'on se crie dessus
en termes d'édifice, c'est le sentiment de sécurité des éléments qui nous entourent et vraiment cette reconnaissance que si on n'approche pas ces décisions de façon bien pensée, il y a toujours le potentiel qu'ils ne vont pas atteindre nos besoins et des conséquences tragiques si on n'est pas conscient de nos décisions. Alors, juste reconnaître que c'est une attitude provenant de quelqu'un qui clairement était émotionnel à propos de cette situation. Alors, au-delà de la perception générale que les gens pensent que c'est important, moi, j'ai vu des exemples personnels réels des gens qui éprouvent des défis émotionnels à figurer les décisions à prendre dans ce type de situation. Et revenant au sondage et plus de détails, un des autres choses intéressantes qui est sorti de ça, c'est regarder aux composantes spécifiques, les matériaux, les systèmes ou les produits qui ont été identifiés comme étant vulnérables au changement climatique. Et les gens au sein de l'industrie reconnaissent des choses telles que l'enveloppe, le drainage, alors des problèmes avec l'évacuation d'eau et des choses reliées à la chaleur, ventilation, refroidissement comme étant très vulnérables, des composants très vulnérables, et des choses dont ils se concernaient beaucoup, mais aussi nommer des fonctions d'utilité, structure de l'édifice en soi-même, des matériaux spécifiques qui sont utilisés, des aléas spécifiques tels que l'inondation, des feux de forêt. C'est clairement des choses qui sont déjà, dont les choses pensent déjà dans le secteur et je pense que c'est utile de reconnaître ici aussi. Et juste un peu plus approfondi sur ce point, je sais que c'est petit sur votre écran. Le but, c'est pas de passer à travers un détail. Je voulais juste montrer ça comme un exemple. L'interconnexion de toutes les choses ici. Une autre association fait ce travail sortant du Colombie-Britannique. Regardez comment les changements climatiques affectent les systèmes de construction. Et ce que ça essaie de montrer ici, c'est que ce qui change dans le climat, ça se lie à quoi en termes d'aléas et quel type de système de vulnérabilité sont liés à ces derniers. Alors, juste pour prendre une série de lignes dans le diagramme, on peut voir ici, par exemple, augmentation de température d'été, c'est un stress qu'on peut s'attendre dans le climat et on va parler des exemples locaux sous peu. On sait que ça peut mener dans un aléa, un hasard, tel que les étés plus chauds. Et ça, c'est un hasard, un aléa comme trop chaud, trop chaud. Si on expérience ça, ça peut avoir des implications pour son système de refroidissement, qui peut aussi avoir des implications pour le système d'électricité, si on regarde le réseau comme en total, mais des connexions indirectes, comme les températures augmentent, la consommation d'électricité augmente aussi, qui peut mener à des pannes, et reconnaître aussi que si c'est le cas, cette panne dans l'édifice a des implications pour les systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage, télécommunications, feu, sécurité, des choses du genre. Ça, c'est juste une série de lignes dans le diagramme comme ça, mais je pense que c'est une approche intéressante juste pour regarder les connexions directes et indirectes pour des édifices. Il y a d'autres encadrements aussi qui existent qu'on peut considérer face à comment le climat peut interagir avec des systèmes, des installations. On a les fonctions et les soutiens que les édifices sont censés fournir dans les termes techniques. Est-ce qu'il peut subir des surcharges en poids et en météo? Il y a la fonction de contrôle que les édifices sont confortables et en sécurité, contrôler la chaleur, le son, l'humidité, toutes ces fonctions. Il y a une fonction de distribution que les édifices jouent en termes de comment peut-on distribuer la chaleur et l'air frais avec les systèmes de circulation, télécommunication et toutes ces considérations importantes. Et finalement, les fonctions de terminaison. Alors, a-t-on des surfaces durables, plaisantes sur les murs? Et ça peut avoir une interaction avec le climat aussi. Alors, il y a beaucoup de différentes connexions directes et indirectes à divers aspects de l'industrie que je pense sont utiles d'être au courant d'eux et touchent à vos travail dans divers aspects. Et la dernière considération que je pensais serait utile de considérer, c'est les impacts sur les entreprises. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de secteurs de construction. Les opérations sont des entreprises privées. Alors, il y a une marge de profit à entretenir à la fin de la journée. Les gens ont tendance à vouloir faire un profit. Mais il y a eu des travaux intéressants de fait au niveau national à travers le Building Development Canada. C'est pas nécessairement spécifique au secteur de construction, mais je pense que beaucoup de PME sont liés à cette industrie. Alors, je l'ai cru utile. Ils ont subdivisé les choses en termes d'impact sur les entreprises. Il y a des risques directs et indirects pour les installations. Sur le côté direct, c'est les risques aux installations ainsi que les chaînes d'approvisionnement,
les conditions climatiques, chaleur extrême, inondations, feux forêts, etc., étant potentiellement endommageants pour les installations ainsi que les équipements que les gens travaillent avec. Les risques directs aux chaînes d'approvisionnement, j'ai certainement entendu parler, ou du moins de façon anecdotale, que ça se passe de plus en plus. Il y a des événements de météo extrêmes, parfois les routes de transport peuvent être bloquées. Et lié à l'aspect de chaîne d'approvisionnement, la capacité de trouver et de manière efficace procurer et déplacer des matériaux autour du monde est impactée par le changement climatique. Même des choses aussi simples que si vous êtes quelqu'un qui achète du bois, par exemple, les types d'arbres qui croîtent dans cette province évoluent comme le climat change. Il y a des impacts sur cette industrie, même à ce niveau-là, et certainement des risques directs aux employés, la santé, sécurité, bien-être. On parle des vagues de chaleur, inondations, feux de forêt, la fumée. Il y a plusieurs instances où les individus qui font le travaillent à l'extérieur souvent, ou au moins pas dans des environnements contrôlés de façon climatique. Il y a beaucoup de potentiel à l'exposition aux conditions d'aléas. Alors, comment peut-on assurer la sécurité de ces gens aussi? Et sur le côté indirect, brièvement, le tout passant des changements au transport et distribution, euh, flux commerciaux mondiaux et l'accès aux matières premières. C'est des choses qui se font impacter au changement climatique de leur propre manière. Et il se peut ou peut-être pas qu'ils sont liés au type d'opération que votre organisation entreprend. Alors, toutes ces choses se combinent du perspective d'entreprise. Si on n'est pas prêt pour ces derniers, peuvent mener à une perte de revenus, réduction de la productivité, des coûts augmentés et des coûts d'assurance augmentés. Alors, du côté financier, c'est très utile d'être au courant de comment le climat change et commencer à mettre en œuvre des plans pour considérer comment on va traiter la situation. Et voilà. Ça, c'est quelques pensées sur pourquoi considérer les changements climatiques pourraient être importants pour le secteur. Ces requériments régulatoires, les attitudes et les perceptions, ainsi que les impacts sur les entreprises. Encore, c'est pas une liste compréhensive. Je suis certain qu'on pourrait faire un remue-ménage et trouver d'autres raisons, mais j'espère que c'est utile pour vous situer dans cette question de façon plus générale. Et d'ici, je vais prendre un pas envers la deuxième section d'aujourd'hui et parler un peu des aperçus des aléas climatiques et son apparence ici en Nouvelle-Écosse. La concentration sera sur les tendances générales et ce qu'on voit ici dans la province. Et je vais vous dire dès le départ, si vous trouvez ce type d'information utile pour vos travaux, je vous encourage fortement de vous joindre au dernier webinaire de cette série qui aura lieu en 2 semaines où la concentration sera sur les valeurs de construction dans le futur et les outils climatiques qui sont spécifiquement à utiliser pour ça. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer à un haut niveau sur ce qui change, ce qui évolue. Et aborder ce sujet, on va se situer un peu avant avec un peu de où on trouve ces données. Et je pense qu'une chose qu'on doit être clair à différencier, c'est la météo versus le climat. Je suis certain que vous êtes tout au courant, que vous êtes tous familiers avec l'idée de la météo, comment ça se relie à vos opérations. On sait que ça démontre les changements à court terme dans l'atmosphère, jour à jour, semaine à semaine. Parfois, c'est plus chaud, plus froid, plus sec, plus humide. Et ces conditions ont tous des implications pour nos travaux. On sait aussi de nos expériences, particulièrement ici, sur la côte est chaotique, que même si on essaie de regarder 10 jours à l'avance, cette prédiction peut être changeable, on va dire. On a un sens de quel type de météo qu'on va avoir, mais savoir exactement ce qui va se passer, où et quand, c'est chaotique et difficile à prévoir. Et ça, c'est la réalité pour le côté météo. La majorité des informations dont je vais discuter avec vous aujourd'hui, c'est des données climatiques. Alors vraiment, c'est la distinction là, c'est regarder aux tendances météorologiques au fil du temps, des périodes allongées, typiquement plus de 30 ans, les informations que je prends une moyenne, parce que statistiquement, c'est assez d'informations pour nous aider à comprendre la gamme typique de modèles ou de tendances qu'on va observer. C'est moins qu'est-ce qui va se passer quand, mais plus le type général qui sont consistants dans une région et comment ces moyennes évoluent à long terme. Et une analogie que je vais montrer dans le milieu de l'écran pour cette distinction, si c'est nouveau pour vous, c'est quelqu'un qui marche leur chien.
Je ne sais pas si vous avez déjà marché un chien, mais si il est comme le mien, c'est jamais une ligne directe. Il fait du va-et-vient, gauche à droite, de façon chaotique. Au point, si je vous demande de prédire où va-t-il être à un moment dans le futur, c'est presque impossible. Le chien, c'est la météo. Cependant, si on voit le trajet de l'individu qui marche le chien, le climat ici, souvent, c'est plus linéaire. Et la météo varie en haut et en bas avec une certaine tendance, mais il se peut on soit pas capable de vraiment cibler la météo exacte, mais on peut comprendre les modèles et les tendances dans le climat et comment la météo va fluctuer autour de cette tendance en général. Alors, j'espère que c'est utile, comme on va vers l'avant avec ces données. Et on va mettre ça en pratique tout de suite en regardant aux observations historiques pour nous situer dans ce qui a déjà évolué. Ce que je montre ici sur la diapo, et je sais c'est une petite légende, mais les détails ne sont pas importants, mais ça démontre les températures annuelles au cours des dernières 110 ans. Pour Kentville, il y a une bonne longue record historique. On voit des modèles similaires aux autres stations météo autour de la province. Et quelques items illustrés dans ce graphique, on peut voir les fluctuations d'année en année. Parfois c'est plus chaud, parfois c'est moins chaud. Et on peut voir les mêmes tendances avec la précipitation. Et encore une fois, c'est la météo versus le climat. La personne et le chien. Les conditions évoluent année après année. Ce qui n'est pas typique, par contre, pour des conditions. Et dans l'absence de changement climatique, serait la ligne avec une pente positive, là, la ligne rouge linéaire. On peut voir une augmentation claire linéaire au fur et à mesure qu'on va dans le futur. Et ce qui veut dire que les températures de moyenne dans les dernières années, si on regarde à 100 ans, même notre moyenne était une année très chaude pour plusieurs années passées. Et même les années frettes, c'était une année moyenne, 80 ans passés. Les températures ont déjà augmenté par 1,5 degrés, dépendamment du dossier qu'on regarde. Et je pense que c'est utile de garder en tête, parce que je suis certain que plusieurs d'entre vous se sont aperçus des changements dans vos vies, dans les saisons, les modèles, les tendances, les animaux, la flore, la faune, les événements de météo extrêmes qu'on a vus dans les années récentes, et faire la connexion que tous ces changements sont avec seulement 1 degré d'augmentation dans notre température moyenne. Alors, comment on regarde vers l'avant au potentiel de 2, 3, 4, 5 degrés en augmentation de notre température, reconnaître comment plus de changements seront associés à ces changements. Et dernier morceau de contexte avant d'aborder les informations locaux ici, c'est brièvement toucher sur d'où on a sourcé les informations. Encore une fois, on n'a pas une boule de cristal magique, on ne peut pas prédire l'avenir, mais l'information que je vous fournis aujourd'hui provient des modèles climatiques sont complexes, les modèles informatiques qui peuvent nous aider à comprendre les tendances à long terme. Certainement, reconnaître aussi que beaucoup de ce qui se passe dans l'avenir va être causé par les décisions prises d'aujourd'hui et dans les années à venir. Alors, il y a certainement l'incertitude, dépendamment de quelle trajectoire on entreprend comme une espèce. Par exemple, le scénario rouge ou le scénario modéré. Alors, certaines des données que je vais vous en parler, c'est des lignes solides provenant du rouge et du vert pour vous montrer la variation de ce qu'on peut s'attendre, parce que même dans le scénario plus optimistique, on peut voir que les conditions dans l'avenir sont déjà différentes de celles d'aujourd'hui et vont continuer d'évoluer. Il y a des implications pour nos systèmes construits, nos systèmes naturels qui ont été conçus pour cette gamme de conditions climatiques historiques duquel on va partir. Et avec ce contexte, discutons de ce qui se passe ici en Evoluca. J'ai 6 tendances que j'ai cru utiles et j'ai fait des diapos pour chaque qui ont toutes des implications pertinentes pour le secteur de construction en particulier. Alors, on va parler des étés plus chauds, des hivers moins froids, des sécheresses, des conditions de feu de forêt, modèles de précipitation en évolution, des tempêtes plus importantes et des inondations côtières qu'on observe sur les côtes. On va commencer à regarder l'aspect des étés plus chauds et juste brièvement décrire la table ici. Je vous montre quelques différentes variables liées aux températures augmentantes. Je vais toucher à ça comme on y va. Mais ça doit être clair ici dans la table. Je démontre des données au travers de 4 périodes de temps. Alors, du passé récent au présent, démontrer où on est
envers le milieu du siècle et envers le fin du siècle, et toutes des périodes de moyenne de 30 ans. Aussi, euh, les données, c'est spécifique à Halifax, c'est là où je suis aujourd'hui, qui me faisait de l'allure. On voit des tendances consistantes au travers de la province, mais si vous êtes situé à Amherst ou à Yarmouth ou à Sydney, les chiffres pourraient être un peu différents. Très content de vous connecter avec le portail pour les données pour votre endroit où vous travaillez, si c'est de votre intérêt. Mais pour aujourd'hui, choisir un endroit pour montrer les tendances. Et de retour à cet aspect d'été plus chaud, il y a quelques items qu'on peut voir ici. Les deux liés aux journées les plus chaudes qu'on pourrait voir, euh, c'est la température la plus élevée. Tenons pas compte de l'humidité. Historiquement, ici en Halifax, c'était à peu près 30,3. C'est les journées les plus chaudes. Maintenant, on voit déjà 31,6. C'est la norme. Pas la norme, mais les journées les plus chaudes typiques. Et comme on approche le milieu du siècle, ça va être 32 à 33. Et vers la fin du siècle, on peut aussi penser de ça en termes du nombre de journées très chaudes. Alors, 29 ou plus, c'est là la limite pour les avertissements de chaleur en Nouvelle-Écosse. C'est le chiffre que je montre ici. Alors, historiquement, on ne voyait que 2 de ces jours par année en moyenne. Déjà plus près de 5 et on s'approche plus à 2 semaines par le milieu du siècle et potentiellement jusqu'à un mois et demi vers la fin du siècle, dépendamment toujours des scénarios, que ce soit plus ou moins sévère. Là. Et avec les nombres de nuits très chaudes, c'est non seulement le nombre de jours chauds, mais les nuits et le manque de soulagement dans la nuit. Et les tendances sont pas mal partout, ils augmentent. Et des perspectives de constructeurs, il y a des implications ici. On peut certainement penser à la santé et sécurité des travailleurs, du stress de chaleur, déshydratation, fatigue, un risque accru d'accident quand ces types de conditions sont en place, la production réduite, la nécessité de réduire le pas de travail, plus de pauses fréquentes au cours de l'été. Ces choses sont toutes importantes à conserver la sécurité des travailleurs. Il y a aussi la dégradation des matériaux aussi. On sait que les matériaux tels que le ciment ou les asphaltes peuvent devenir difficiles à travailler avec ou leur efficacité est réduite, comme les températures dépassent certains seuils. Même des cols ou des peintures ne se comportent pas de la même manière et ça peut être plus difficile de travailler avec ces derniers. Les équipements peuvent aussi affronter des défis. Si on pense aux engins, dans les équipements lourds, dans les véhicules, même certains outils seraient à risque de surcharger ou et est-ce que ça réduit le pas de travail? Est-ce que ça va augmenter les coûts? Et aussi, la demande accrue de refroidissement dans les édifices avec ces températures élevées. La deuxième tendance, c'était les hivers plus doux. Encore une fois, on peut voir une tendance claire ici. Dans les journées les plus froides, ça augmente. C'est les hivers qui s'augmentent en température le plus rapidement. Le nombre de zones de gel diminue rapidement ou les nombres de jours sans dégel. Alors, où on voit la glace persister, il y a une diminution importante. Alors, nos hivers vont sentir très, très différents. Et c'est ça que j'ai entendu de façon anecdotale. C'est la première chose qu'ils s'aperçoivent face au changement climatique, c'est le changement en hiver. Et juste les cycles de gel-dégel pour montrer la tendance. Le nombre de cycles où le gel et le dégel se passent augmente. Mais aussi, il y a plus de dégel dans le printemps et dans l'hiver en soi-même. Alors, du côté de construction, on peut voir des implications, avoir beaucoup plus de vases au lieu de que la terre soit gelée, qui peut impacter l'accès au site ou créer différents défis logistiques. Le cycle de gel et dégel peut aussi créer des défis pour la nivellisation des fondations, le type de travail qui a lieu ce type de l'année. Et en général, il y a peut-être des avantages aux productivités avec des hivers plus doux. Si on parle de moins de disruption due au froid extrême ou neige extrême, encore, c'est une question d'équilibre, l'augmentation en disruption dans l'été et la réduction, et aussi la performance des matériaux. Les températures en bas du gel peuvent être difficiles pour certaines équipes que les gens essaient de travailler avec. Et certainement, euh, une diminution de demande en chaleur dans les édifices pendant l'hiver. Et encore une fois, on ne veut pas sous-conceptualiser nos systèmes de chaleur pour l'avenir. On doit reconnaître qu'en ce moment, la demande de chaleur est très, très importante.
Troisième tendance, c'est autour de la sécheresse et les feux forêts. Et sur la diapo ici, on démontrait l'augmentation dans la durée de saison des feux, ainsi que l'augmentation de jours à risque élevé qu'on percevrait dans notre région. Encore une fois, du perspective de l'industrie de construction, la sécheresse et les feux de forêt peuvent mener à des pénuries d'eau pour certains processus, que ce soit faire du ciment, le nettoyage, contrôle de poussière. On sait que le sol sec ou dur peut être plus difficile pour extraire. Il y a aussi des défis face à la compaction, quand l'eau, quand il y a une sécheresse qui peut causer des cracks dans les fondations dans certaines situations, mais vraiment aussi toucher sur l'aspect de santé qui est souvent sous-apprécié si on pense aux impacts aux qualités d'air pour les travailleurs à l'extérieur en particulier. Les gens ont peut-être vu ceci dans les nouvelles, mais avec le feu Long Lake à Annapolis cet été, il y avait 26 journées consécutives qui avaient un avertissement de qualité d'air. Alors, 26 jours consécutifs où il y avait des lignes directrices dictant que c'était pas sain de respirer l'eau, particulièrement pour ceux qui sont plus sensibles. Alors, penser aux implications de ça, du perspective de santé, est très important, même s'il n'y a pas un feu directement à côté de vous sur site. Nous avons vu plusieurs exemples de fumée, de feux de forêt impacter la province dans diverses façons et juste la préparation à l'urgence qui rentre en jeu dans cette situation de feu de forêt aussi. Et les changements des régimes de précipitation se concentraient sur l'inondation, l'aspect inondation, les augmentations dans des journées intenses de pluie, à la fois en termes du montant ainsi que le nombre de jours où la pluie dépasse ses seuils. Et certainement, ça a des implications pour des dommages directs provenant de l'inondation aux structures, aux édifices et l'infrastructure. Sachez aussi que l'inondation peut mettre en danger les gens, peuvent causer des défis pour l'accès pour les agents d'urgence. Et encore une fois, de la perspective de gestion des matériaux, si on n'est pas, on prend pas en considération face à l'entreposage des matériaux toxiques lorsqu'il y a l'inondation, il y a des risques de contamination environnementale et des effets secondaires aussi. Et le cinquième des six tendances que je voulais toucher, c'est des tempêtes plus violentes. Alors, les tempêtes tropicales, les ouragans, ce type de choses. Et cette augmentation en puissance, c'est vraiment à cause des océans plus chauds dans le bassin atlantique qui permettent la formation et de ces tempêtes et leur permettent de se déplacer plus au nord. C'est les conditions que nous avons vues avec Fiona, où la température de la surface, selon son cheminement, était plusieurs degrés plus haut que ça devrait l'être. Et c'est la raison principale que cette tempête a éclaboussé des records dans notre région pour des pressions basses et juste des vents et les taux de pluie qui ont été associés avec ce système, des niveaux records. Je suis certain que les gens vont se souvenir des pannes qui ont suivi cet événement et des événements similaires. Et ça a des implications opérationnelles pour l'industrie. On sait que ces événements amènent aussi beaucoup de précipitations, des vents très, très hauts, des vitesses maximales du vent très, très, très élevées et des matériaux qui se font lancer un peu partout s'ils ne sont pas sécurisés de façon correcte. Et pour tous ceux qui travaillent près de la côte, ces storm surge pendant ces zones de tempête, pendant ces tempêtes peuvent accélérer l'érosion. Alors, gardez en tête, nous avons une ligne côtière très diversifiée. Alors, la situation de base ne change pas trop, mais les sédiments de l'os, comme la sable, peuvent évoluer drastiquement. Je sais qu'il y a des instances de 20 ou 30 mètres étant perdus dans une soirée pendant l'ouragan Fiona sur les côtes plus vulnérables. Une autre tendance que je voulais mentionner, c'était sur les inondations côtières. Les gens sont peut-être au courant de la carte d'aléas côtières, les risques côtières de l'Amérique. C'est disponible pour toutes les côtes marines autour de la province. Alors, démontrer des données ici pour la région d'Halifax. On peut voir que les valeurs pour les marées hautes, les ondes de tempête et les élévations des niveaux de mer. Et sur l'image ici, la couleur verte, c'est lié au risque présente si la tempête nous tape à marée haute. Et la violette mauve rose, c'est incorporant l'augmentation de niveau de mer. Et ça, c'est le côté Dartmouth, de la Havre Halifax. Et certainement, il y a des zones ici où il y a des terrains ou des routes d'accès qui seront impactées par
d'inondations côtières ou sont à risque d'être impactés. C'est très important de considérer dans la conception. Et sur l'aspect d'inondation immédiate, c'est toujours important de reconnaître le potentiel d'intrusion d'eau salée. Alors, tout selon la côte, si vous faites l'installation de systèmes septiques ou de puits ou toutes sortes d'installations souterraines qui peuvent avoir de la corrosion, il y a le potentiel là pour une augmentation dans le niveau de salinité à ce niveau sous la surface qui peuvent avoir des implications pour une variété d'infrastructures souterraines. Et une autre chose que je voulais considérer ici, c'est qu'il y a des gens qui sont peut-être familiers avec l'idée de créer des zones climatiques. Alors, comme je passe à travers des données, il se peut que vous vous demandez quel type d'implication cela a pour comment les édifices sont constitués. Mais les zones climatiques pour les édifices, c'est une série de données qui fait le contour de ceci et peut-être qu'on va y toucher un peu plus dans quelques semaines, mais à haut niveau, on peut voir que pour les conditions historiques, si on regarde à la moyenne sur une période de 30 ans, 80 à 2010, la majorité de la Nouvelle-Écosse aurait été considérée comme étant zone 6, avec des parties au sud étant des zones 5. Et ça va dicter les types de standards de chauffage qui seraient attendus pour construire un édifice dans cette région. Et comme on approche le milieu de la siècle, 21 à 2050, la majorité, toute la province est maintenant en zone 5, à l'exception d'un petit peu de Cap-Breton, et vers la fin, une grande portion de la province sera dans le territoire de zone 4. Et c'est plus comme l'Ontario du Sud, par exemple. Alors, il y a une évolution percevable en termes des valeurs de conception qui sont utilisées. Et le dernier que je voulais toucher ici, c'était le risque climatique. Et je pense que c'était utile, j'espère que c'était utile de passer à travers des informations climatiques, des tendances et ce qui se passe ici dans la province de Nouvelle-Écosse. Mais vraiment, le tout se lie au risque climatique de cet encadrement. C'est qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui évolue? On sait certainement que, quoique qu'on pense des individus, des communautés, des infrastructures, il y a d'autres éléments qui impactent les risques qu'on subit. L'exposition, c'en est certainement une d'entre eux. Non seulement est-ce que quelque chose change, mais y a-t-il quelque chose dont on est concerné qui peut être affecté par ceci? Y a-t-il des gens, des infrastructures, des actifs? Dans les zones hasard d'inondation, y a-t-il des gens qui travaillent à l'extérieur, exposés aux fumées de feu de forêt? Il y a tout un élément d'exposition au risque climatique. Vulnérabilité aussi, on peut même sous-diviser ça dans capacité adaptive et le degré auquel quelque chose est affecté par un changement climatique. Alors, comment sensible que tu es? On parle des travailleurs à l'extérieur qui sont plus exposés aux événements de chaleur extrême. Mais même dans cette population, il y a certains individus qui sont à plus haut risque médical pour leur propre raison de santé. Alors, on peut penser à ça pour des individus, des matériaux et des édifices et le tout. Et il y a certainement un aspect de sensibilité. Et aussi, il y a l'adaptabilité. La capacité aussi, c'est la capacité que nous avons en termes de compétences et informations ou financement pour gérer ces conditions évoluantes. Et c'est la raison que je pense qu'il est utile de souligner ça. Ce sont nos leviers pour prendre l'action. On ne peut pas changer les types d'hasards que nous allons affronter, mais nous avons des opportunités d'ajuster l'exposition et les individus et les actifs à ces hasards. Nous avons des capacités de faire la comptabilité à la sensibilisation des matériaux qu'on utilise, les gens qui sont impliqués dans ces travaux, et nous avons des opportunités de renforcer notre capacité pour traiter ces conditions évoluantes. Je voulais introduire ça. La dernière chose que je voulais toucher aussi, c'était d'introduire diverses ressources qui pourraient s'avérer utiles pour mettre le tout en pratique. Ça va être bref, ce survol, parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'outils qui sont disponibles, qui pourraient être utilisés pour informer des décisions et des travaux. Alors, considérez ça comme un aperçu pour les choses qu'on pourrait vous aider avec, ou les autres, les outils, informations, etc. Et on serait très content de faire un suivi si vous avez plus de questions face à ces derniers. Mais pour établir le contexte ici, c'est quoi la conception adaptée au climat? Comme on en a référé tantôt, la conception des bâtiments et des infrastructures repose généralement sur les données climatiques historiques et on espère d'avoir démontré aujourd'hui que ce n'est plus adéquat ni suffisant pour l'avenir. Alors, du
du perspective pratique, on doit penser à l'augmentation des besoins en refroidissement et en ventilation, une évolution de la demande en chauffage, modification des charges de neige et de pluie, l'importance croissante de la gestion de la qualité de l'air intérieur, c'est tout important. Et qu'est-ce qui pourrait nous aider avec ça? Premièrement, je voulais toucher un peu sur les ressources de Climat Atlantique qui pourraient être utiles et intéressantes. Commencer avec nous comme des individus. Nous avons un bureau d'aide qui m'inclut, ainsi que plusieurs autres membres du personnel au travers de la région. S'il y a quoi que ce soit qui vous concerne, dont j'ai parlé aujourd'hui, et vous aimeriez en discuter en plus de profondeur, contactez-nous. On est ici pour offrir un soutien face à face pour vous aider à mettre en œuvre ces informations et c'est toujours une offre ouverte. Au-delà de ça, on peut aider avec tous liés aux données climatiques et les services d'adaptation, offrir divers outils sur le site web, ainsi que des programmes de formation à la fois formels et informels. Et nous avons divers graphiques et de rapports disponibles aussi qui démontrent un exemple ici sur l'écran, une page infographique qui regarde aux impacts du climat sur les bâtiments, quels sont les impacts et les pistes d'adaptation à haut niveau à considérer. Et parfois, si on discute de ceci pour la première fois avec quelqu'un qui essaie de comprendre le tout, ce type de ressource peut être un point de départ très utile. Je voulais aussi illustrer un de nos outils et cibler vraiment la boîte à outils d'adaptation côtière, euh, adapter la trousse d'outils. Brièvement, c'est un outil en ligne sous forme d'arbre de décision qui évalue la pertinence des options d'adaptation pour des terrains côtiers particuliers. Alors, en répondant une série de questions sur les problèmes d'inondation ou d'érosion côtière sur un site particulier, l'outil vise à aider les communautés côtières et les propriétaires fonciers à prendre conscience de la manière dont leur environnement côtier influence le type d'options d'adaptation susceptibles d'être efficaces pour gérer les risques côtiers. Un outil très utile. Et encore, notre personnel est toujours disponible pour vous aider à utiliser ces outils de façon appropriée. D'autres ressources naturelles qui sont disponibles ou qui seront disponibles. Il se peut que vous êtes familier avec le portail eClimate Insights. Ça a été lancé en 2024 pour aider les praticiens qui travaillent avec des infrastructures à prendre des décisions éclairées par le climat. Alors, ils ont toutes plein de ressources, d'outils, d'informations et d'études de cas pratiques, diverses stratégies que vous pouvez survoler ici. Je vous montre une impression d'écran que j'ai montré ici. C'est l'adaptation pour les conditions de chaleur extrême pour les édifices. Ça nous a donné 38 options à considérer avec beaucoup de détails sur les descriptions, comment ça marche, les considérations, les co-bénéfices et les pertes. Juste beaucoup de lignes directrices, comment mettre en œuvre quelque chose du genre. Alors, beaucoup de ce travail a déjà été fait pour vous aider à prendre un pas vers l'avant, à comprendre vos options et comment les poursuivre. Sur la province de Nouvelle-Écosse, il y a tout plein de ressources liées aux cartes des risques côtiers, l'environnement côtier en général. J'ai mentionné déjà la carte des risques côtiers aussi, qui démontre la portée de l'inondation. L'autre fonctionnalité ici, c'est tous ceux au Nouvelle-Écosse peuvent demander un rapport d'évaluation de risque à l'inondation. C'est gratuit pour leur terrain. Ça va inclure non seulement une explication face au risque d'inondation, mais aussi inclure à haut niveau une évaluation de l'érosion qui peut être très utile, un outil très utile. Si vous avez des questions à propos d'un terrain en particulier et son exposition au risque d'inondation et d'érosion côtière, il y a aussi des listes de contrôle pour l'achat d'une maison en bord de mer qui est pour promouvoir des côtes en santé, réduire l'érosion. On a parlé un peu du contexte négatif des enrochements ou quelque chose qu'on doit protéger contre ou gérer, qui vraiment fait partie d'un processus naturel pour aider à changer la pensée autour de comment peut-on mieux comprendre les dynamiques de la côte et planifier autour de ça de façon appropriée. Et aussi une guide autour des solutions fondées sur la nature, comment euh, mimiquer des processus naturels, augmenter ou restaurer pour réduire les impacts de l'érosion et de l'inondation. C'est un excellent guide et c'est un peu plus pour les agents immobiliers, mais du perspective de construction, ça peut être utile de regarder les bases accrochées pour l'achat, une variété de considérations face à où les terrains sont situés, quel type de considération serait utile à ces endroits. Et encore une fois, peut-être moins important ou pertinent, du côté planificatif, il y a des outils pour des municipalités sur le développement, les arrêtés locaux, les réglementations qui pourraient être utiles
face à comment les municipalités et les autres agences régulatoires utilisent ces informations pour prendre leurs décisions et pourquoi c'est important. Et au-delà de ça, il y a beaucoup plus. Je ne vais même pas aborder ceci en détail, mais il y a des ressources complémentaires au centre Intact, beaucoup d'infographiques, des guides, des ressources. Il y a des crédentiels, des guides de meilleures pratiques pour différentes associations professionnelles, différents protocoles qui pourraient être utilisés pour aider à guider à des décisions éclairées, diverses ressources qui existent là. C'est certainement pas vous qui pensez à ceci pour la première fois. Il y a eu beaucoup de réflexions dans l'aspect de planification et la génie, beaucoup de ressources avec lesquelles on peut vous connecter si ça vous intéresse. Et la dernière chose que je voulais dire, liée à nouveau au développement en Affaires Canada, parmi leurs avis, s'aligne espérément avec ce qu'on a touché aujourd'hui. Le premier, c'est de découvrir ce quoi vous pouvez vous attendre dans votre région en termes de préparation aux risques climatiques. J'espère que j'ai pu combler cette lacune pour vous, vous donner un bon sens de ce qui se passe ici en Nouvelle-Écosse. Cette capacité d'être préparé pour divers risques climatiques, une liste brève de ressources qui a mené à de l'inspiration face à ce qui existe, différents outils, ressources qu'on pourrait toucher et vraiment penser à comment protéger ce que vous faites, votre rôle dans le secteur, qui devez-vous collaborer avec et le tout, pour approcher ceci de manière bien informée. Et je vais laisser du temps pour les questions. Alors, je vais terminer là. Les informations de contact sont sur l'écran. Très facile à trouver avec le site web Climatlantique. On peut